Alors je reviens ici à ma base. L'objectif de société, c'est toujours produire plus, consommer plus, la population augmente plus vite. Rappelez-vous, on avait dit, ça pose des problèmes, les ressources de la planète sont limitées, l'environnement est fragile, l'environnement se dégrade, le réchauffement climatique est à nos portes. Enfin, est à nos portes, non, on a ouvert la porte déjà, de toute façon, on est complètement dedans. Alors, quelle solution envisager? Le développement durable, moins consommer, moins produire, bah, c'est ce qu'on va voir. Ça, c'est sûr que ça marche, moins consommer, moins produire. Par contre, qui de nos jours veut moins consommer, moins produire, notamment parmi les pauvres? Pas grand monde. Même parmi les riches d'ailleurs, hein, puisqu'ils consomment de plus en plus et produisent de plus en plus alors qu'ils ont déjà des millions. Donc ça pose vraiment une vraie question. Et puis on a ça, développement durable. Alors ce qu'on va faire, c'est se dire vers où on va alors, puisqu'on a décidé de parler de développement durable, ou encore de croissance verte, ou encore de capitalisme vert. Enfin, tout ça, ce sont des mots qui sont à la base, ne l'oublions surtout pas, des oxymores. Parce que capitalisme avec vert, ça ne marche pas. Croissance avec vert, ça ne marche pas. Et développement avec durable, ça ne marche pas non plus. Et je vais l'expliquer maintenant. Voilà ce qu'on apprend à peu près globalement. C'est le développement, c'est répondre à des besoins en produisant des richesses et des ressources. Produire des ressources, c'est en gros faire en sorte d'utiliser les ressources de manière à produire des richesses. Et puis, on dit que le côté durable, c'est faire en sorte que les produits durent longtemps. Ça, c'est le truc un petit peu basique, vous savez, juste pour faire comprendre, par exemple, aux élèves, ce qui est notamment en 5e, qu'ils soient revalorisés. Là, on parle de recyclage, améliorer le sort des populations dans le même petit S, là, ça aurait été bien aussi, dans la durée, et puis protéger l'environnement. Et tout ça, généralement, c'est fait en sorte qu'on espère que ce que l'on fait ici, les générations futures, en profiteront également. C'est-à-dire, en gros, l'idée, c'est de ne pas altérer le monde en produisant des richesses, de manière à ce que les générations futures puissent, elles aussi, profiter des mêmes richesses ou du même niveau de vie. Ce qui est profondément impossible, tout simplement. Alors, ça vous donne ceci, vous l'avez peut-être déjà vu, les 3 piliers du développement durable, l'économie, le social, l'environnement doivent être traités à égalité de manière à ce qu'on ait ce fameux développement qui ne va pas altérer les biocapacités de la planète à se régénérer et donc qui ne va pas altérer l'avenir de nos jeunes, voire même notre avenir. Alors, le problème, c'est qu'apparemment, ça passe pas. Vous avez vu tout ce qu'on a fait ensemble, ce qu'on a vu précédemment. On va avoir des difficultés. Alors, première difficulté, vous avez peut-être déjà entendu parler de ceci. Alors, je vous l'ai volontairement mis ici sur la droite pour que vous ne puissiez pas voir la suite du graphique. En fait, je vais vous expliquer l'origine de ce travail. Alors, en fait, c'est notamment les ingénieurs, alors quelques ingénieurs du MIT, le Massachusetts Institute of Technology, à Boston. Vous avez le groupe Meadows. Alors Dennis Meadows, c'est un ingénieur avec sa femme Donella, qui est assez connue également. Et puis quelques autres dont j'ai oublié le nom, là pour le coup, comme tout le monde. Ils sont mandatés par le Club de Rome, qui est un club de grands entrepreneurs qui se décident à essayer de comprendre vers quoi on va, parce qu'à force de produire, est-ce qu'on a des limites ou est-ce qu'on n'en a pas? Est-ce que véritablement on est capable de produire ad vitam aeternam et toujours mieux, toujours plus, toujours en quantité extraordinaire par rapport à l'augmentation de la population? Et il leur demande justement, ce Club de Rome, à ces ingénieurs du MIT de prévoir un modèle, de calculer un modèle qui expliquerait si oui ou non on va dans une direction qui est quasiment infinie, et dans ces conditions tout irait bien, ou s'il y a des limites. Et c'est ce qui va donner par la suite le rapport au Club de Rome, ou ce qu'on appelle aussi halte à la croissance en français, ou les limites à la croissance, qui s'appelait en anglais The Limits to Growth. Donc c'était en 1972, rapport qui est rendu donc, au Club de Rome, puis ensuite rendu public à la suite d'une conférence. Ça va donner ensuite un best-seller. Et en gros, l'idée, c'est de dire on a des limites, et quelles sont-elles par rapport à la production, par rapport à la population, par rapport à nos pollutions, etc. Et ces ingénieurs, en fait, ils vont utiliser un logiciel tout beau, tout neuf. On est au début des performances de l'informatique, ça s'appelle Word3. Et en gros, ils font plein de modélisations pour essayer de comprendre si on va pouvoir, ad vitam aeternam, se développer de la manière avec laquelle on se développe dans les années 70. Là, on est en 72 pour le coup, au moment où ils répondent ça. Donc, du coup, vous avez vu, stock de ressources non renouvelables, la nourriture par habitant, les services par habitant, la production industrielle par habitant, la pollution globale. Ils mettent tout ça en œuvre, ils calculent, ils mettent les données véritables et puis ils voient ce que ça donne. Alors, forcément, tout augmente, bien évidemment, aussi bien la pollution que la population, la nourriture, etc. Mais bien évidemment, ce qui est logique, c'est que les stocks de ressources non renouvelables
diminue, notamment les énergies dont on parle, d'accord, pétrole, charbon, gaz, tout ça, forcément ça diminue, les ressources du sol également, bon bref, parce que tout simplement on est dans une planète finie, et donc à un moment donné, une fois qu'on pioche dans le gâteau, il n'y a plus grand chose dedans. Le problème c'est qu'à chaque fois, quand ils ont fait plusieurs modélisations, une bonne dizaine, et puis, celui qui l'emporte à chaque fois, peu importe la manière de traiter les choses, c'est le scénario de l'effondrement qui s'affirme. Alors ça fait un peu froid dans le dos pour le coup. Ils estiment qu'on atteindrait un pic dans ces années-là, c'est-à-dire les nôtres, d'accord, avant 2025, puis brutalement, on devrait avoir une diminution d'absolument tout, y compris de la population. D'accord? Pourquoi? Parce que justement, les stocks de ressources non renouvelables vont s'effondrer littéralement parce qu'on en produit et surtout on en consomme beaucoup trop. Plus forcément la pollution qui va augmenter et qui va finalement qui va diminuer par la suite parce que la population sera moins importante, dont la consommation sera moins importante. Pareil pour la production industrielle, les services, la nourriture, etc. Tout devrait à un moment donné, d'après leur scénario, s'effondrer avec les catastrophes que ça va engendrer bien évidemment. Et encore, à cette époque-là, ils ne parlent pas encore de réchauffement climatique, même s'ils en sont bien conscients. Hein. Mais on ne parle pas de réchauffement climatique dans ce modèle-là. Ce qui pose d'autant plus un autre problème, c'est que si on rajoute le réchauffement climatique à tous ces problèmes d'effondrement en cours à partir des années 2025-2030, ça devrait faire mal. Et alors, on peut critiquer, d'ailleurs ça a été critiqué, notamment par Nordaf, qui a eu ensuite le prix Nobel d'économie, qui dit grosso modo, oui mais en fait vous ne prenez pas en compte les prix et vous ne vous rendez pas compte que plus on aura, moins ça sera cher, tout le monde aura accès et de toute façon on trouvera d'autres ressources, etc. Bon bref. Il y a des tas et des tas de possibilités comme ça. Cependant, vous avez un Australien qui s'appelle Graham Turner, qui lui s'est penché à nouveau lui sur la question. Il a repris tous les éléments qui ont été disponibles par la suite après les années 70, histoire de montrer est-ce qu'on va vers ce scénario-là ou autre chose, est-ce qu'ils se sont trompés au MIT ou est-ce qu'au contraire ils ont raison. Et en fait, tout ce que vous voyez ici en gras à chaque fois, ce sont les véritables données entre 1970 et 2000 et quelques, d'accord? Lui, il a rendu son rapport en 2013. Et en fait, quand on regarde, on se rend compte que malheureusement, on est très très proche du scénario des Meadows, d'accord? Très très proche du scénario du rapport au Club de Rome. Autrement dit, ça veut dire qu'ils ont un modèle qui était relativement fiable, et ça veut dire qu'ils ont un modèle qui va nous amener probablement vers des effondrements, en tous les cas pas des jours glorieux. Pourquoi? Toujours la même chose, parce qu'on consomme trop, on pollue trop, on envoie trop de gaz à effet de serre, on a une population qui augmente presque de manière exponentielle, et tout d'ailleurs augmente de manière quasiment exponentielle. Donc à un moment donné, forcément l'exponentielle, c'est pas possible. On ne peut pas aller jusqu'à l'infini. Autrement, ça devient quelque chose d'instable, donc ça casse la figure à un moment donné. D'accord? Donc là, c'est ce qu'ils ont tendance à dire. Alors, c'est bien illustré par cette petite caricature que je vous remets de nouveau. Mais nous, on va aller chercher des choses un petit peu plus précises là-dessus. Alors, on va prendre l'exemple de la population. Vous avez vu qu'on est passé à 8 milliards d'êtres humains là, il y a quelques temps. Ce que l'on note surtout, c'est que de toute façon, depuis les années environ 70-80, on a une baisse petit à petit de la population, alors pas de la population, de l'évolution pardon, de la population. C'est-à-dire qu'avant, on va dire dans les années 60, on a été jusqu'à 2%, 2,2% d'augmentation par an de population. Là maintenant, on diminue petit à petit. Vous avez vu, donc là on va prendre l'année 2020 par exemple, on est à peu près par ici, à peu près par là plutôt, excusez-moi. Donc on est à 1,2% de croissance. Alors 1,2% de croissance, ça paraît rien, c'est quand même beaucoup. Hein. D'accord? Effectivement, on ne grandit plus de 2,2% de croissance parce qu'il y a certains endroits où on ne fait plus comme avant 4, 5, 6 enfants par femme. Vous avez quelques pays type l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, j'en sais rien, ou encore quelques pays africains un peu plus développés où les gens vivent davantage en ville, où ils ont eu accès à la santé, à la médecine, etc., ou à l'information, surtout pour les femmes, où finalement on ne fait pas autant d'enfants qu'avant. C'est notamment le cas aussi beaucoup en Amérique du Sud. La conséquence, c'est que forcément, si on fait moins d'enfants, la population grandit toujours, certes, mais moins vite. D'ailleurs, on voit, elle continue de grandir. Hein. Et on estime alors, en 2100, 11 milliards d'habitants. Alors quand je dis on, c'est pas moi, c'est une source ici de l'ONU de 2015. Cependant, beaucoup maintenant de chercheurs se disent 11 milliards, on n'y arrivera jamais, parce qu'il se passera des choses avant. 9 milliards, probablement. Au-delà, ça sera compliqué. Parce qu'il y aura ce fameux manque de ressources. Parce qu'il y aura ce fameux réchauffement climatique.
ce manque peut-être de nourriture, etc. Des guerres, pourquoi pas des pandémies. Bon là, on ne peut plus le nier puisqu'on a eu la pandémie de Covid. Donc ça pose de vrais problèmes parce qu'on a des projections dans le modèle business as usual qui n'est absolument pas viable. Si on continue comme on le fait, c'est ça le business as usual, on ne pourra pas. Ça ne marchera pas. C'est en tout cas ce que disait le rapport Meadows et pour le coup, c'est tout à fait logique. D'ailleurs, quand on regarde ici, rappelez-vous, hein, on passe notre temps à accumuler des énergies. On passe notre temps sans arrêt, rappelez-vous, à les empiler et on essaye non pas de remplacer ceci par les énergies renouvelables dont je vous parlais tout à l'heure en début de conférence, on est en train tout simplement de faire l'accumulation pour pouvoir espérer grandir un peu plus, croître un peu plus, produire un peu plus. Les éoliennes, les panneaux photovoltaïques ne remplacent pas les autres, ils s'ajoutent. En s'ajoutant, du coup, on espère pouvoir faire davantage de croissance. Oui, davantage de croissance, ça nous mène à notre perte. D'accord? D'ailleurs, Jean-Baptiste Pressos parle de symbiose énergétique. C'est simple à comprendre. Hein. Si vous voulez créer des panneaux photovoltaïques et des éoliennes, j'en parlerai un petit peu plus tard, vous avez besoin aussi de pétrole, par exemple. Et justement, quand on regarde ceci, on se dit, ah tiens, regardez, là, on a eu quand même le développement durable qui a été inventé par le fameux rapport Brundtland dans les années 80. Oui, mais dans le même temps, on a ici le pic du pétrole conventionnel. Ah tiens, notre politique de croissance toujours plus, etc., elle va avoir du plomb dans l'aile à un moment donné, parce que tout simplement, si dans les années à venir, alors pour le coup c'était en 2008, hein, c'est l'AIE qui le raconte, on a atteint un pic, c'était un peu avant, c'était en 2005, constaté en 2008, et derrière il y a la crise financière qui n'y est pas pour rien du coup. Le pétrole désormais devrait non pas forcément manquer, mais en tous les cas on en produit de moins en moins, enfin on en produit toujours plus, mais en tous les cas on va arriver à un moment donné à ne plus savoir comment faire pour remplacer ce pétrole parce qu'il va devenir un peu plus rare. Tout simplement parce que désormais on compte sur le pétrole de schiste, sur les schistes bitumineux pour s'en sortir. Le pétrole conventionnel, c'est terminé. Maintenant, on est sur une courbe qui a plutôt tendance à stagner, voire à diminuer. Donc ça va poser des problèmes par la suite. Il va falloir remplacer. Et justement, ça c'est ce que nous dit le Shift Project. Alors il est génial ce travail parce que du coup ils ont demandé à des mecs de Total de leur fournir des informations. C'était notamment le chargé de l'exploration de Total, je crois, qui était en retraite, il n'avait plus trop rien à jouer, qui leur fournit tout un tas de données et qui nous montre que pour l'Europe, pour les pays européens, l'ensemble des fournisseurs que l'on voit ici a atteint un pic à ce moment-là. Maintenant, on est plutôt à une reprise. Là, c'est l'année du Covid, en 2020. C'est reparti à la hausse. Le problème, c'est qu'il a fallu réouvrir tous les puits, faire en sorte de tout relancer, et ça prend du temps. C'est la raison pour laquelle il y a eu une tension sur les énergies, c'est la raison pour laquelle on était en crise énergétique avant même la guerre en Ukraine. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, on est à peu près sûr désormais que aux alentours de 2030, ça devrait se casser la figure. Ça sous-entend que nos fournisseurs, quels qu'ils soient, je parle bien de pétrole ici, vont à un moment donné nous dire on ne peut pas faire plus et d'ailleurs on va vous donner moins. On va vous donner moins parce que nous on va en garder pour nous surtout et puis on ne peut pas produire plus que ce qu'on peut. La conséquence c'est qu'en 2050, si on en est là, de niveau, on revient au modèle années 65-70. D'accord? C'est-à-dire 10 milliards de barils de pétrole qui nous sont fournis. Années 70, vivez bien. Ça marche, c'est possible. Le problème, c'est que de nos jours, on est 8 milliards. Et qu'en 2050, si on est 9 milliards, c'est pas du tout la même problématique qu'à l'époque, dans les années 70, quand on était 3 milliards et demi. On va avoir 2-3 soucis. Donc ça, c'est hyper important. Le problème, c'est que vous avez vu, on a tendance à être dans un déni perpétuel, que ce soit nos politiques, les médias, nous-mêmes, et on pense que tout est infini et on ira jusqu'au bout. Quoi qu'il se passe. En tous les cas, c'est l'impression qu'on en a.